Avant même de commencer, il y a déjà quelque chose ici. Quelque chose de très simple qui observe. Ce que tu vas voir n'est pas une histoire à apprendre, ni une vérité à croire. C'est un chemin que tu peux reconnaître. Un mouvement qui traverse tout. La matière, le vivant, la pensée et toi. Peut-être que certaines choses te parleront, d'autres résisteront. Laisse faire, n'essaie pas de tout comprendre. Regarde, ressens et vois simplement ce qui se passe en toi. Regarde, juste regarde. Commence ici avec ce qui est déjà là, au plus loin. Ne trouvez-vous pas étrange l'idée que nous sommes posés sur une boule de feu à peine refroidie, recouverte d'une mince enveloppe de boue séchée, tournant sur elle-même à une vitesse vertigineuse et gravitant autour d'une espèce de bombe à hydrogène, entraînée dans la valse de milliards d'autres lampions d'origine énigmatique et de destination inconnue? Mesdames et messieurs, nous flottons dans l'espace. Et maintenant, reviens en toi, au plus profond. Une femme qui tricote est un mystérieux mélange de présence et d'absence. Mais quand on sait qu'elle est faite de milliards de particules élémentaires formant des atomes, carbone, hydrogène, oxygène, eux-mêmes assemblés en molécules, protéines, lipides, ADN, s'organisant en milliards de cellules, 200 types différents, chacune avec ses 46 chromosomes, constituant ses mains et ses doigts en train de tricoter, quand on sait que chaque geste est orchestré par les influx nerveux de ces 100 milliards de neurones et leurs milliards de connexions, pendant que l'air entre et sort de ses poumons, l'oxygène se fixe dans son sang, propulsé sans relâche par son cœur, quand on sait que dans ce corps, dont les atomes furent forgés dans le cœur d'un soleil mort il y a des milliards d'années, s'exprime un geste simple, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, le mystère entourant cette femme prend alors des proportions cosmiques. Observe le vivant partout. Sens d'où cela vient. Ne trouvez-vous pas fascinant que tous les êtres humains descendent des mêmes ancêtres? Que, d'une certaine façon, l'humanité entière soit une seule famille? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les humains et les autres singes partagent un ancêtre commun, un primate apparu il y a environ 25 millions d'années, une branche des mammifères. Les mammifères et les reptiles, dont les oiseaux sont les héritiers ailés, descendent d'un ancêtre vieux d'environ 320 millions d'années, lui-même issu de poissons qui, il y a plus de 360 millions d'années, ont quitté les mers pour explorer la terre ferme. Et selon toute probabilité, toute vie sur Terre, animaux, plantes, champignons, bactéries, descend d'une même cellule originelle apparue il y a près de 4 milliards d'années. Les plantes produisent l'oxygène et la nourriture dont vivent les animaux, mobiles et sensibles. Quand tout ce petit monde meurt, les champignons décomposent la matière et les bactéries, invisibles, relient tout le cycle de la vie. Tous parlent la même langue, celle de l'ADN, le code universel du vivant. Toi qui m'écoutes, moi qui te parle, le chêne, le chat, la mouche, la mousse entre les pierres, nous sommes parents. Cette histoire vit encore en toi. Saviez-vous que notre cerveau réunit en lui trois grandes dynamiques héritées de toute l'évolution du vivant? La première, la plus ancienne, nous relie à nos origines animales. Elle gère nos réflexes, nos besoins vitaux, nos élans d'action. C'est elle qui fait battre notre cœur, qui nous réveille ou nous endort, qui nous pousse à réagir. La deuxième, apparue avec les premiers mammifères, transforme ces réactions instinctives en émotions, la peur, la colère, la joie. Elles traduisent nos besoins profonds et orientent nos comportements. C'est elle qui nous pousse à fuir quand on a peur. Et la troisième, celle de la raison, s'est développée avec les primates jusqu'à l'être humain, capable de pensée abstraite, de langage et de conscience. C'est elle qui nous permet de freiner une impulsion, de réfléchir avant d'agir, d'imaginer l'avenir. Ces trois dynamiques dialoguent sans cesse. L'élan pousse à agir, l'émotion inspire, la raison éclaire le choix. On parle parfois, de manière imagée, de trois cerveaux en un, en lien avec le corps, le cœur et la tête, en perpétuel dialogue. Vois ce qui émerge, le monde des idées. Depuis des millénaires, l'humanité tisse une sphère invisible,
faite de savoirs, de croyances, de mythes et de théories, une seconde peau autour du réel. Par elle, nous percevons le monde, et c'est elle aussi qui nous façonne. Une idée, une fois née, échappe à son créateur. Elle se propage, se transforme, se mêle à d'autres, influençant nos pensées, nos choix, nos sociétés. Certaines idées puisent dans la puissance de nos désirs et de nos peurs, devenant idéologie, religion, et parfois même force totalitaire. Nous croyons posséder nos idées, mais bien souvent, ce sont elles qui nous possèdent. Ressens comme tout s'enchevêtre. On nous apprend que notre immense univers contient au moins une forme de vie sur la planète Terre, et que cet environnement vivant contient les humains que nous sommes. Mais, et si c'était l'inverse? Cette vision est simplement spatiale, purement matérialiste. Et si nous inversions la perspective en suivant le fil de l'évolution? Si le monde physique était inclus dans le monde du vivant, lui-même inclus dans le monde humain, celui des idées, des symboles et des significations? Alors, le monde extérieur ne serait plus seulement autour de nous, mais déjà en nous. Cette vision change tout. Cette structure est partout, même dans l'invisible. Les atomes forment des molécules, les molécules des cellules, les cellules des organismes, et les organismes, chez les humains, des cultures entières. Mais, contrairement au rouage d'une machine, chacun de ces niveaux est un tout à part entière, doté d'une autonomie relative, tout en demeurant la partie d'un tout plus vaste. Ainsi, la réalité n'est faite ni de tout absolu, ni de parties isolées, mais de tout parties indéfiniment enchâssées. Et nous, les humains, n'échappons pas à cette logique. Nous faisons partie de la société, certes, mais nous sommes aussi des êtres entiers, conscients, créateurs, responsables de notre propre destinée. Tu en fais partie depuis toujours. Prends ta place. Dans la réalité, chaque élément est à la fois un tout et une partie. De l'atome qui garde son intégrité tout en se liant à d'autres, à l'artiste qui affirme son style sans rompre avec son époque. Toute forme de vie cherche à maintenir son individualité, à s'affirmer, à se préserver. C'est l'expression de son autonomie relative. Mais en même temps, elle cultive sa communion, sa participation, son appartenance à ceux qui l'entourent. C'est l'expression de sa relation à quelque chose de plus grand. Nous, les humains, avons cette liberté unique, celle de pouvoir moduler cette dynamique. Pourtant, trop d'individualité et les liens se brisent. Trop de fusion et l'identité se dissout. Ces déséquilibres naissent souvent de nos peurs. Peur de la relation, qui mène à la domination, peur de l'autonomie, qui mène à la dépendance. Imagine une histoire vivante qui se transforme. Quand on observe l'évolution, on voit que des tout s'unissent pour former un tout nouveau avec ces nouvelles formes d'individualité et de communion plus vastes, plus complexes, plus conscients. Des cellules se rassemblent pour créer un organisme vivant, des individus s'organisent en société dotés de culture, de lois, de mémoire collective. Mais tout ce qui s'unit peut aussi se désagréger, comme un noyau atomique qui se désintègre sous l'effet d'une réaction nucléaire ou un écosystème qui s'effondre lorsqu'un équilibre vital se rompt. L'histoire avance donc dans deux directions possibles, celle de l'intégration vers un niveau supérieur et celle de la désintégration vers un niveau inférieur. Et nous, humains, participons à ce choix. Alors, face à la période que nous traversons, écologique, sociale, géopolitique, que décidons-nous de nourrir? Et toi, dans ta propre histoire, avances-tu vers plus de conscience? Ou sens-tu que quelque chose se fragilise, se défait? Quelle direction veux-tu donner à ton évolution? Et dans ce mouvement, quelque chose s'élève en profondeur. L'univers entier pourrait, en théorie, écraser l'humanité sans effort. Est-ce que cela prouve que nous sommes insignifiants? Regardons un principe simple. Un texte contient des phrases, les phrases des mots et les mots des lettres. Il y a donc moins de textes que de phrases, moins de phrases que de mots et moins de mots que de lettres. Pourtant, un texte porte infiniment plus de sens qu'une lettre. Les lettres sont plus fondamentales, mais le texte est plus profond. Dans le cosmos, c'est pareil. Moins de galaxies que d'étoiles, moins d'étoiles que d'atomes. Les atomes sont fondamentaux, mais une galaxie est beaucoup plus complexe qu'eux. Et il a fallu toute cette architecture cosmique pour que la vie apparaisse. Parmi ces formes de vie, l'être humain, fragile, dépendant, mais porteur du niveau de profondeur le plus élevé que l'univers ait manifesté. Comme le disait le philosophe Blaise Pascal, même si l'univers écrasait l'humanité, elle serait encore plus noble que ce qui la tue,
parce qu'elle sait qu'elle meurt et que l'univers, lui, n'en sait rien. Prends conscience du mouvement d'ensemble. Il n'y avait rien, puis soudain, un Big Bang. Et 14 milliards d'années plus tard, nous sommes là. C'est complètement déroutant. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Certains parlent de la philosophie du oups, comme si l'univers n'était qu'un accident. Mais l'univers n'a vraiment pas l'air d'un oups. Parce qu'en observant l'évolution, malgré les régressions, les dissolutions, les arrêts, on voit un mouvement clair. Plus de complexité, plus d'intégration, plus d'autonomie. Ce n'est pas ce que ferait du hasard livré à lui-même, même en 14 milliards d'années. Quelque chose semble pousser l'univers, une dynamique formatrice, comme une attirance vers des formes plus profondes, une direction, un horizon, comme si la réalité se déployait vers un état final plus riche,